Il n'est pas français, il n'est pas américain. Il n'est pas non plus hollandais. Il n'est pas non plus hollandais. Il n'est pas belge. Il n'est pas suisse. Il est ivoirien. Il doit être protégé par Abidjan. Par les autorités ivoiriennes. Président Badakani, il faut quand même dire haut et fort que Laurent Koudou-Gbagbo a été débarqué de la présidence ivoirienne devant les caméras de télévision, il faut le dire, du monde entier, et surtout les télévisions françaises. Et pour bon nombre d'Africains, comme il a été déporté en Mondovision, il faudrait qu'il rentre également ainsi devant les caméras de télévision du monde entier, en Mondovision, comme le monde entier l'a regardé aller justement du côté de la haine. Je répondrai comme les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui doit être fait. Sengos, de fait, de fait, à partir du moment où un couple étranger, M. Ouattara et son épouse, pris en charge par un gang international coiffé par l'ONU, envahit la Côte d'Ivoire, la met sous occupation, la colonise, c'est un dossier international. C'est le plus grand dossier international du XXe siècle et du XXIe siècle finissant. Je veux que vous compreniez l'enjeu de la situation ivoirienne. Si on enferme ça sur le prisme ivoiro-ivoirien, on rabaisse, on minimise les gains historiques que les Africains vont engranger à cause de cette affaire. On va minimiser les gains moraux en termes de conscience historique de ce que les Africains vont recueillir de cette affaire. Parce que tôt ou tard, il y aura un tribunal pour la Côte d'Ivoire. Il y aura un tribunal international sur la Côte d'Ivoire. Ça va pas se passer comme ça. Mon cher gosse. Les gens sont très forts pour aller faire les tribunaux internationaux de la Yougoslavie. Où des criminels présidents américains vont faire ce qu'ils ont fait, bombarder un pays qui n'a rien fait. Jusqu'à prendre son président, amener à la CPI injustement. Je parle de Slobodan Milosevic. Après l'avoir présenté comme un criminel. Alors que c'est le président américain, français et occidentaux qui étaient les criminels. Mon cher gosse. Les gens sont très forts pour faire les cours internationaux, pour se présenter comme les parangons du droit international. Voici un dossier qui réunit tout pour déboucher sur un tribunal international digne de son nom. Vous savez pourquoi ce tribunal-là traîne à se mettre sous pied? Qui va juger l'ONU? Vous allez me le dire, forcément. Je vais vous le dire comment. Qui va juger l'ONU? Parce que quand on va juger l'ONU, on va arrêter le bandit de Troy. C'est un bandit, un brigand. On va l'arrêter. Et si vous l'arrêtez, vous allez toucher le secrétaire général de l'époque, dont il n'était que le paravent. Le paravent. Moi, je dis, mais l'enjeu ivoirien, entre autres, c'est l'enjeu juridique international. Oui. Mais vous avez quel droit international? M. Ngos, l'ONU est régie par quoi? Ce n'est pas une affaire de test. La pratique internationale, la voilà devant vous. Dans quel monde vit-on? C'est le procès de l'antenne internationale qui occure cette affaire. C'est le procès des Nations Unies. C'est le 40e crime de l'ONU. Mais quel est ce monde où un criminel tue, on le laisse, on ne lui dit rien? Parce qu'il bavarde qu'il a une charte internationale, on l'appelle l'ONU. La charte universelle de l'ONU. C'est quelle charte universelle ça? Un chiffon qu'il faudra déchirer. Je dis bien chiffon qu'il faudra déchirer. L'enjeu ivoirien, c'est pas une petite affaire. C'est le monde qui est jugé là, dans le problème ivoirien. C'est le monde. Parce que tous les enjeux sont coincés là-bas. L'enjeu du droit international. Il est où votre droit international? Quand l'organisation garante du droit international est une organisation bandit, son secrétaire général a inventé une affaire, la certification. Des élections. La certification. Et qui était en fait quoi? Monsieur Choi vendait la certification. Il est rentré milliardaire, multimilliardaire de son poste d'Abidjan. Et il a partagé avec son patron de l'époque. Je crois que c'était Ban Ki-moon. Monsieur Ngos. Où est le droit international?
Non, vous voyez, c'est ça l'enjeu. Et je répète, ce n'est pas le premier crime. Donc, c'est le procès du droit international. Si on n'est pas capable de faire ce procès, il faut qu'on se taise. Voilà pourquoi je n'ai jamais été un démocrate du point de vue de l'Occident. C'est maintenant qu'on voit les vrais démocrates. Vous devenez des démocraties en interne, alors que le monde, lui, il est gouverné par une authentique dictature, la plus farouche, la plus abjecte. Vous voulez démocratiser les périphéries, alors que le centre, c'est du nazisme. C'est une contradiction que les démocrates africains ne peuvent pas résoudre. Et qui discrédite tout discours démocratique, version occidentale, droit de l'homiste en Afrique. Mon cher Gauthier. En plus de ça, on a créé la CPI. Les gens cherchent des histoires. On ne n'a rien créé. Ils ont osé créer la CPI. Ils disent que non, non. On ne rien créer. Oui, non. Est-ce qu'on a dit de créer ça? C'est vous qui avez dit de créer. Non, pas du tout. C'est pas moi en tout cas. Tout le processus qui aboutit à ce qu'on appelle la convention, c'est quoi, la charte de Rome, le statut de Rome. Le statut de Rome, là. Vous connaissez tout le pouvoir qu'il y a eu derrière? Que non, le monde entier va faire un bond civilisationnel. Le monde entier va faire un bond moral. L'humanité va sortir de la sauvagerie pour entrer dans la vraie civilisation. Et comme d'habitude, ceux qui portent cette lumière, c'est l'Occident. Lumineux, tellement lumineux, qu'elle brille même plus que le soleil. Les gens ont rêvé, les naïfs ont rêvé. Les présidents africains sont allés signer. Évidemment, ils avaient le fusil ici. Tu ne signes pas les fusil, tu ne donnes pas l'argent. Mais c'était qu'on n'a pas signé. Bien sûr, voilà. Bien sûr, plein. Pas tout le monde. Plein, oui, beaucoup. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, évidemment, à l'époque, était dirigé par qui? C'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Donc, on n'a pas signé. Beaucoup de gens africains Je sont vous allés rappelle quand signer. même que le même soir où Laurent Gbagbo a été déporté, la Côte d'Ivoire a signé. Hein. Oh, mais c'est clair, après coup. Dans la nuit. Non, on a signé après coup. C'est pas la nuit. On a déporté. Voilà. On a Et puis on a signé. Il faut également le souligner. Violation. Vous êtes sérieux, quoi. La violation, c'est que tu en as violé, quoi. C'est pas le viol. Ça vous démontre ce qu'on appelle statut de Rome, ce qu'il vaut. Ce qu'il vaut. Alors, voilà la CPI. On a mis... Non, non, c'est pour lutter contre l'impunité. On va démocratiser les relations internationales. Vraiment, le monde a changé. On sera heureux. Et qu'est-ce qu'on a observé à CPI? Ça va à quoi? C'est un tribunal politique qui cherche les charges politiques contre des personnes qui refusent l'impérialisme international, Oui. des personnes qui résistent à la criminalité internationale. C'est la CPI. Et là où Gbagbo est immense, c'est quoi? Son procès a étalé à la face du monde la réalité de la CPI. C'est-à-dire une cour internationale de nom, mais qui a présenté au monde entier l'internationalisme de bandits. C'est-à-dire le banditisme international, le monde entier. Une procureure est incapable de réunir la moindre preuve. Pendant près de 6 ans, elle a le plus gros budget au monde pour aller enquêter. Elle cherche les gens. À la fin, elle a tellement cherché qu'elle trouvait les témoins. Elle vient dire, j'ai les témoins, maintenant l'affaire est terminée. On dit, amène les témoins. Elle porte les témoins dans l'avion, elle donne de l'argent et tout. Quand les témoins arrivent, ils déchargent l'accusé. Il y a certains témoins qui ne connaissaient pas leur village en Côte d'Ivoire. Je vous dis qu'ils déchargent Faut quand même pas oublier. non. Vous savez, c'est devant la cour internationale. Devant la Cour internationale, quelqu'un qui ne connaît pas son village. Imaginez-vous que ça aurait été... Imaginez-vous que ça aurait été un tribunal africain. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Que bon, ça ne se prend personne, ce sont des sauvages. Mais là, c'est un tribunal international réunissant les agrégés cosmiques en droit. Voilà. L'enjeu ivoirien, c'est un enjeu économique. C'est le procès de l'économie mondiale. Les gens portent les vestes, il y a l'OMC, il y a des contrats, machin, comme ça. On vous dit non, les gens mettent là, ils se voient, ils disent, je suis négociant. L'autre est là, les vestes, il dit, je suis trader, je suis intermédiaire, avec des vestes. Les gens prennent des grands airs pour dire que non, ils font de l'économie. Et qu'il y a des bandits qui doivent aller en prison. Eux, ils ne sont pas des voleurs, vraiment, ils font la vraie économie. C'est quoi l'enjeu ivoirien? Je vous dis que c'est le premier producteur mondial de cacao et de café. Attends. C'est ça pour la seule richesse de la Côte d'Ivoire. Si vous enlevez le cacao ivoirien sur le marché mondial, ce marché est immédiatement déséquilibré. Vous avez pour enjeu là des centaines de milliards. De milliards. Oui. Un millier de milliards, mon cher gosse. Vous voyez? Comment ces gens-là ont fait donc pour gagner le marché ivoirien? On a bondi sur un pays. C'est-à-dire, quand le lion bondit sur sa proie, quand le lion a faim, et qu'il la proie, qu'est-ce qu'il fait? Il bondit. Pourquoi le lion, c'est un animal sauvage? Il est sauvage.
Mais on comprend quand c'est le lion. Mais quand un gang international, Dans ce gang également sauvage. coiffé par l'ONU, je donne les faits, coiffé par l'ONU, vous comprenez? Oui. Dans lequel vous avez la France, l'Union européenne, tous ces gens-là, et maintenant les entreprises, les chocolatiers, quand la proie ivoirienne passe ou bien s'est présentée, alors qu'ils avaient faim, ils ont fait quoi? Ils ont bondi. Et ils ont fait quoi? Ils ont bondi. Et ils ont Dévoré. déchiré. Mais c'est un gosse. C'est l'économie, c'est la sauvagerie. Sauvagerie économique. Banditisme économique. Pillage. Vol. Agression. C'est ça le système économique mondial. Le FMI, sous évidemment la barbe et la couverture du FMI. Quand on allait au FMI, les gens ont les derniers cris de verse. Vous savez ça, non? Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'un gars du FMI peut voler là, peut voler? Il ne vole pas. Il a les malais les plus chers du monde, les cravates les plus chères. Il vit dans un bureau climatisé. Il est sous-payé en dollars. Il n'est pas un voleur. Le voleur, c'est le gars qui vole le pickpocket à Paris. Le voleur, c'est celui qui vole une poule, quelque part dans un pays africain. Le voleur, c'est celui qui vole votre moto. On peut le tuer. On lui donne 20 ans de prison, 5 ans, 10 ans de prison. Mais vous avez vu la condamner un fonctionnaire du FMI? Du tout. Quand il fait en Côte d'Ivoire. Et celui qu'on a mis devant comme cache-sexe, ce n'est pas l'ancien directeur général du FMI, parangon de l'économie. L'enjeu c'est un enjeu économique. C'est un enjeu géopolitique. C'est un enjeu moral. C'est un enjeu spirituel. Quand on dit les autorités spirituelles de ce monde, Rien du tout. ils disent quoi maintenant? Le pape là, il ne voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça sous-tend là. Il voit pas quand il met ça, il ne voit pas la Côte d'Ivoire. Tous les religieux du monde là, ils ne sont pas tous les voir. Les autorités religieuses du monde ne voient pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui les empêche d'aller faire leur conseil économique à l'ONU pour dire au secrétaire général de l'ONU? Moralement, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui les empêche de faire une déclaration commune pour dire que spirituellement et religieusement, cette affaire-ci est une tâche sur notre conscience? Parce que le Dieu auquel nous croyons est le vrai Dieu. Pourquoi ils ne disent rien? Je dis bien, toute autorité religieuse confondue. Pourquoi ils ne disent rien? Et où est la tradition africaine? Où sont les traditions africaines? Pour protéger le président, le héros mondial du XXIe siècle. Mon chien gosse. Tout ça est où? Eh bien, il faut dire la vérité. C'est où tout ça? Mon chien gosse. Vous voyez que, je vous réponds pourquoi à Abidjan, il n'y a pas que la paranoïa. On est fou. Il y a un délire à Abidjan. C'est le délire. Ce délire sera long, je leur préviens. Ça va être long. Parce que là, maintenant, je vais soulever l'autre dimension de l'affaire. Ça va être long. Parce qu'on ne négocie pas avec les ennemis de l'Afrique. Il n'y a pas à négocier avec les ennemis du continent africain. On n'est pas en train de supplier quelque chose à quelqu'un. Ils vont voir que derrière cet homme, il y a une puissance. La plus grande puissance qu'ils ne connaissent pas. La puissance vraiment divine. Parce que, faut m'expliquer pourquoi un homme comme ça a pu échapper à tout ça. Faut m'expliquer pourquoi? Non. Comment c'est possible? Gbagbo n'a pas pu adverser Ouattara. Le président Ouattara est trop petit pour Gbagbo. Il ne faut pas faire des fausses comparaisons. Le président Gbagbo n'a pas pu adverser M. Ouattara. Je sais que ma tête est mise à prix à Abidjan. Je ne suis pas le premier, je m'en fous. Nos têtes sont mises à prix, je le sais. Nous disons que la vérité. C'est un fait. C'est rabaisser Gbagbo que de faire de lui l'adversaire du président Ouattara. Est-ce que Ouattara c'est son interlocuteur? Non. Est-ce que Ouattara pouvait prendre le pouvoir sans l'appui de ses parrains? Gbagbo a pour adversaire, pas la France. Le Jupitérien est trop petit. Il ne peut même pas cirer la chaussure du président Gbagbo. Je dis, mais ça, qu'on n'est pas digne de cirer sa chaussure de Gbagbo. Il le sait d'ailleurs lui-même. Gbagbo lutte contre le monde entier. Gbagbo a pour adversaire le système international dans sa réalité. Sa réalité visible et invisible. Mon chien gosse. Voilà ce que Gbagbo affronte. C'est le ramener à un petit niveau que de le mettre au niveau de M. Ouattara. Et il a vaincu le monde. Je paraphrase quelqu'un que Fanga comprenait. Il a vaincu le monde. Gbagbo a vaincu le monde, mais c'est la réalité. C'est clair. Il a vaincu la CPI. Il a survécu au bombardement de son palais. Il a survécu à tout ça. On l'a accusé de crime. Écoutez bien, moi je demande des choses. Hein. On a dit crime contre l'humanité. C'est pas ça, toi? Crime de guerre et crime contre l'humanité. Voilà. Donc on n'a pas dit qu'il a fait un crime contre la Côte d'Ivoire. Non. On a dit crime contre l'humanité. Oui. Parce que quand on s'assoit ici là, on démontre avec les arguments. On a dit crime contre l'humanité. Crime de guerre et crime contre l'humanité. S'il a été innocenté alors, il a été innocenté par rapport à l'humanité. Vrai ou faux? Ben, c'est vous et moi qui avons dit ça. Non. Leur humanité, évidemment.
leur humanité. Il a été innocenté. Mais maintenant, c'est au-delà de leur humanité, c'est au-dessus. Puisque c'est eux-mêmes, ils ont fait le procès, ils l'ont Innocenté. Mais eux-mêmes disent que c'est pas Ouattara. Babou n'a pas un crime contre Ouattara. Le libéral est clair. Il ne faut pas rabaisser le héros universel. Il ne faut pas le rabaisser. Quand nous avons la chance d'avoir un héros de cette dimension en plein 21e siècle vivant, ça fait pleurer de voir que l'Union africaine ne peut pas se servir d'un pareil dossier. Et il y a un monsieur là-bas qui fanfaronne, dit qu'il est président de commission parce qu'il est payé par l'Union européenne. Ça fait mal de voir qu'il n'y a aucune voix en Afrique, en dehors des nôtres, petits comme nous sommes, pour prendre ce dossier en main et dire que trop c'est trop. Il n'y a pas de voix, mon cher gosse. Ça fait mal, nous on est obligé de parler. Après on m'a dit que nous sommes nerveux, nous ne sommes pas diplomates. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous sommes trop diplomates ici, mon cher gosse. Gbagbo a vaincu le monde, mon cher gosse. Il les a vaincus tous. C'est pour ça qu'on tremble à Abidjan. C'est pour ça qu'on est entré dans un délire. Voilà pourquoi le président ivoirien, qui est blessé, on appelle ça l'amertume, il comprend encore ça. Il y a une amertume intérieure. Parce que Ouattara ne supporte pas que quelqu'un qui considère comme un vaurien, un trouble fait, parce que Ouattara l'avait appelé trouble fait. Il a dit que ta place n'est pas ici, c'est notre affaire. Ouattara a toujours dit ça concernant Gbagbo. Tu es un trouble fait, c'est notre affaire entre nous ici. Ça ne vous concerne pas, la Côte d'Ivoire. Ça ne vous appartient pas. Donc, il est blessé amèrement dans son cœur de voir que le vaurien est héros universel. Là où lui il est dans la poubelle de l'histoire, étant vivant. Étant vivant. Lui qui a fait rêver les gens, est dans la poubelle étant vivant. Le héros universel, c'est celui qui lui méprise. Monsieur Ngo, vous ne réglez pas ce genre de choses. Hein. Il n'y a pas de tradition juridique, politique et morale pouvant guérir un tel niveau de blessure. Vous comprenez? Ça n'existe pas, monsieur Ngos. Il n'y a pas. Voilà pourquoi Abidjan est en délire. Il y a un délire à Abidjan. Le business plan a échoué. Je dis que, ben, ça veut dire il y a un délire à Abidjan. Comment faire? La preuve, monsieur Ngos. Vous avez dit qu'il n'y a pas de délire, pourquoi? Gbagbo est-il armé? Du tout. A-t-il une armée? Non. Dites-moi, bon, à toi ça. Comment un homme qui n'est pas armé, quand on dit même seul, fait trembler un président qui est surarmé, qui vient d'être élu magistralement par le ciel et la terre, et qui tient le pays parce que les Ivoiriens l'adorent. Mais pourquoi un homme isolé? Et super protégé. Ben clair, pourquoi un homme isolé seul, mon cher Ngos, qui n'a pas d'armes, qui n'a même plus d'argent. Non, il n'a jamais eu. L'argent, c'est pas... Gbagbo, c'est... Gbagbo n'a jamais parlé d'argent, c'est pas son problème. Il n'a rien. Vous savez ce qu'il a? Vous savez ce qu'il a? La justice divine. La justice, la vraie. Voilà l'arme de Gbagbo. Et il est en face des gens qui ont les armes de cette terre. Mon cher Ngos. Et il tremble. Mon cher Ngos. Il tremble pour dire qu'il ne va pas arriver à Côte d'Ivoire. Mais il va arriver. Comment vous allez arrêter ça? Parce que ce ne sont pas les hommes qui portent ce combat. Les hommes l'ont porté, on les a massacrés. La France les a massacrés. Il a fait se déporter dans un tribunal international. Où maintenant les hommes n'avaient pas les armes physiques, mais c'était les armes entre guillemets de la loi. Il les a écrasés, il les a vaincus. Alors, il a gagné l'élection en 2010. On a nié. Il a dit qu'on recompte. On a dit on te bombarde. Mais maintenant, il y a eu les vraies élections. Les vraies élections ont eu lieu à la CPI qui a gagné. Qui a gagné? C'est ça. Voilà, qui a gagné? La troisième élection qui a été gagnée là, c'est quoi? On l'empêche de rentrer. Alors qu'on a été magistralement élu. Quelqu'un qui est fort, qui est élu, qui est celui du peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse son frère. Parce qu'il sait que le peuple est avec lui. Il embrasse son frère. Mais quand on est faible, parce qu'on sait qui on est, on fait ça à un Africain. C'est pas la première fois que M. Ouattara fait ça. M. Ouattara a une haine métaphysique des patriotes africains. Alors, je paraphrase de Boalotine. La haine métaphysique. Quand on dit qu'une haine métaphysique, c'est que la terre ne peut pas régler ça. C'est-à-dire qu'avant de venir sur terre, il y a eu rien entre vous. M. Ouattara a une haine métaphysique contre les patriotes africains. M. Ouattara fait interdit d'atterrissage en Côte d'Ivoire l'avion de Robert Mugabe qui était président de l'Union africaine. Les gens ont la mémoire courte, hein. Les Africains n'ont rien dit. L'Africain, président de l'Union africaine, Mugabe, de son vivant, il a dit que ça n'atterrit pas. Pourquoi il a haïssé Mugabe? Parce que Mugabe était l'incarnation de ce qu'il n'aime pas, le patriotisme. Et oui, parlons justement du patriotisme.